Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Cette semaine, alors que les écologistes font leur grand retour à l'Assemblée nationale, après 5 ans d'absence, nous recevons leur chef de file, leur coprésident Julien Bayou, le secrétaire général Europe Écologie Les Verts. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Et félicitations pour votre arrivée à l'Assemblée nationale comme député de la 5e circonscription de Paris à la place de Benjamin Griveaux. C'est votre première fois à l'Assemblée nationale? Absolument, c'est un grand moment, je dois dire. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où on discute et on décide les lois. Ça a été beaucoup galvaudé sous le mandat précédent, parce qu'en fait, c'était le gouvernement qui décidait de tout, et quand les députés marcheurs se trompaient et votaient en conscience, le gouvernement les faisait revoter sur le glyphosate ou... Alors un grand moment dont on va... C'est une très bonne nouvelle. Alors on va parler de tout ça justement avec des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui ont beaucoup parlé de cette campagne des législatives, dont Sud-Ouest qui en a parlé, représenté ici par Bruno Dive, qui représente aussi la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Bruno. Bonjour. Claire Stenlen est de retour parmi nous, journaliste au Télégramme qui représente la Bretagne. Bonjour Claire. Bonjour. Et puis votre alter ego, enfin si je puis dire, Julien Lécuyer, homonyme de prénom. Oui, voilà, homonyme de prénom. C'est plutôt ça qu'il fallait dire. Julien Lécuyer, La Voix du Nord, les Hauts-de-France. Mais avant d'entrer dans le vif des débats et des questions, voici votre portrait français signé de notre partenaire Néo TV. Je pense que l'expression « on fait comme on a dit », c'est une expression que j'utilise beaucoup et qui va à peu près bien au pays, parce que vous avez l'impression que c'est très clair, et en fait, c'est pas clair du tout. Ben, c'est l'Île-de-France, là où je vis et où j'ai grandi, et c'est la plus belle île de France. C'est Senon-sur-Orbe, là où mon grand-père a grandi il y a très longtemps, c'est dans l'Hérault. Tout petit village dont il a été maire en 1945, juste après la Résistance, où il a fallu tout reconstruire. C'est à la fois une humeur de crise, de fatigue, de sécession, de dislocation, et puis une terrible envie de changement, un espoir aussi de changement. C'est ambivalent, mais très enthousiasmant. Je pense que l'expression « on fait comme on a dit », c'est une expression que j'utilise beaucoup et qui va à peu près bien au pays, parce que vous avez l'impression que c'est très clair, et en fait, c'est pas clair du tout. La Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai pu voir des copies et c'est très impressionnant. C'est un texte incroyablement moderne qui parle de tout, qui parle de la vie en société, qui parle des droits de chacun, de chacune. Et c'est un texte à faire vivre, à faire découvrir aujourd'hui dans les institutions et dans la société. Le vélo. À bicyclette, comme dit la chanson, et on a en fait terriblement de retard. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat. Bref, développons le vélo. Même à l'Élysée. Vous pouvez aller en vélo à l'Élysée, même quand vous êtes parlementaire. Je crois que je dirais la loi sur l'IVG, qui est étonnante parce que c'est une loi proposée par la droite et votée en majorité par la gauche, et qui est une loi de liberté pour les femmes. Et c'est ce type de percée, de disruption dont on a besoin, et qui fait tant défaut aujourd'hui. 1974, la campagne de René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle. Et malheureusement, les alertes qu'il portait il y a plus de 50 ans se vérifient aujourd'hui. Un projet européen, voilà, de paix et de prospérité. La France sera plus forte dans une Europe plus forte. Et je commence par ma question rituelle. Votre région de cœur, de prédilection, on a entendu Paris, l'Île-de-France et aussi l'Occitanie? Oui, à l'époque, oui, tout à fait. C'est l'Occitanie aujourd'hui? C'est l'Occitanie, voilà. Ouais. Région de cœur? Région de cœur, voilà, j'avais mes grands-parents à Cessenon-sur-Orbe et Saint-Chinian-sur-Vernazob, à côté de Béziers. Votre grand-mère était maire là-bas aussi? Oui, j'avais un grand-père maire et une grand-mère maire, chacun dans leur petit village à 9 km. Famille de militants de gauche? Oui, oui. Plusieurs générations. Donc... Et ça a peut-être même sauté une génération, mais en tout cas, oui, SFIO à l'époque, peut-être même avant, avant 1958. Et oui, enseignants, très attachés à la laïcité, au service public. C'est vrai que je les ai peu connus, en tout cas pas du tout dans leur fonction élective, mais je crois qu'il y a une transmission inconsciente sur l'intérêt, l'attachement au service public, à la liberté, égalité, fraternité, et à ce qui fait le pays, la France.
Alors, autre figure imposée ici, c'est la question cash, et c'est Julien, non pas l'alter ego, mais l'homonyme de prénom, on va dire Julien. Exactement. Donc, question cash, et vous m'excuserez, je risque de vous énerver tout de suite, mais c'est un peu le principe. Jean-Luc Mélenchon s'est imposé dans cette campagne des législatives post-présidentielles. Il a imposé une sorte de la planification écologique qui a été reprise par le président, en tout cas dans les mots, on verra dans les actes. Devant de la scène, on vous a vu un petit peu derrière. Est-ce qu'il n'est pas devenu finalement le président des écologistes? Et pourquoi ça m'énerverait, cette question? C'est intéressant de se poser la question. Au soir de la présidentielle, le 10 avril, tout le monde est abattu. Battu et abattu, vraiment. Enfin, vraiment le coup de bambou. Et puis, avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi avec Olivier Faure, avec les communistes, on arrive à monter cette coalition qui était, je crois, inattendue. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, je pense qu'elle était inattendue parce que même nous, on n'y croyait pas. C'était pas prévu comme ça. Si vous nous aviez dit qu'on doublerait le nombre de députés de gauche et qu'on enverrait le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie à l'Assemblée, vraiment le 10 avril, mais même fin avril, je ne vous aurais pas cru. Et donc, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il a joué un rôle important, pivot, disons les choses. Il s'est beaucoup démené dans la campagne législative. Il a aussi facilité. Avec Manuel Bompard, avec Mathilde Panot, il a joué aussi un rôle de facilitateur. Il a permis de mesurer l'enjeu, de redonner du poids à l'Assemblée nationale, de redonner aussi un espoir. Parce que 5 ans d'inaction climatique et de casse sociale, il y a vraiment de quoi Mais pas au déprimer. point de prendre trop les rênes sur l'identité même de chacun des partenaires de cette union? Non, je pense qu'on a vraiment plus de 600 mesures que nous allons faire vivre avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On va les faire vivre là dans les semaines et mois qui viennent. Vous savez, le président a dit, bon, jusqu'où est prêt à aller l'opposition? Mais en fait, on va faire le contraire. C'est l'Assemblée qui va proposer des textes, par exemple, sortie des pesticides, par exemple, la mise en œuvre de la Convention citoyenne pour le climat, et nous verrons si le gouvernement est cohérent et s'il demande à ses troupes de les voter. C'est nous qui ferons le test. Et donc, pour terminer de répondre sur Jean-Luc Mélenchon, moi, je le remercie d'avoir mené cette campagne ou qu'on l'ait menée à ses côtés. Et là, j'ai cru comprendre qu'il changeait de rôle puisqu'il n'est plus parlementaire et qu'il allait, comme il dit, choisir son poste de bataille. Eh bien, c'est son choix. Alors justement, vous dites c'est le président, c'est l'Assemblée, à l'Assemblée de dire jusqu'où elle veut aller. Yannick Jadot n'a pas exclu la possibilité d'un gouvernement de coalition. Mais aussi la possibilité de vote au coup par coup. Est-ce qu'il y a une ligne, c'est la ligne du groupe Europe Écologie que vous présidez maintenant, ou est-ce qu'il y a plusieurs lignes Non, mais nous on est dans l'opposition, il n'y a pas de difficulté. Mais la question c'est, Yannick Jadot est parlementaire, on a désormais un groupe européen à l'Assemblée, parlementaire européen, le plus grand groupe de l'histoire. Et donc 23 chaque député, chaque député doit pouvoir voter en conscience selon l'intérêt qui se fait du pays. Si vous nous dites, et si vous prenez n'importe quel écologiste en disant est-ce que l'intérêt du pays c'est 5 ans d'inaction climatique supplémentaire avec Emmanuel Macron, il n'y a aucun écologiste qui va vous dire oui c'est super, évidemment. Et si vous dites est-ce que l'intérêt du pays c'est la retraite à 65 ans, mesure parfaitement injuste, ou la conditionnalité des allocations pour le RSA, il n'y a aucun écologiste qui va vous dire c'est super. Vous voyez, donc en fait, il y a une manière polie, mais qui était un peu celle de Fabien Roussel. Évidemment, par principe, nous sommes disposés à agir pour l'intérêt du pays, selon l'intérêt qu'on s'en fait, selon l'idée qu'on s'en fait, et de voter texte par texte pour ce qui permet d'avancer. Mais en fait, personne ne dit que c'est avec Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron que ça va se faire, en fait. Yannick Jadot parle de coalition quand même. Il en termes de coalition, c'est pas la même chose. C'est d'avoir une majorité stable, même pour 1 an, 2 ans, sur un programme législatif fixé, comme ça se fait en Allemagne. Avec vous comme partie prenante, c'est ce qu'avait l'air de dire ce matin Yannick Jadot. Est-ce que vous envisagez cette solution? Non, pas du tout. Je l'ai dit à Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas vous faire confiance. Je l'ai dit en face à face. Dans une démocratie moderne, il peut y avoir des accords. Et en 2 mots. Accords, voilà. Par exemple, le SPD socialiste et la CDU à droite en Allemagne s'étaient mis d'accord pour dire il faut enfin mettre un SMIC. Et dans ce cas-là, il y a un accord qui engage les deux formations. Et si l'accord n'est pas tenu, on retourne devant les électeurs. Ça n'est pas possible dans nos institutions. Pourquoi pas? Parce que ça n'est pas possible dans nos institutions. Vous avez un président qui débauche, qui fait des promesses et qui ne les tient pas. En fait... Oui, mais ça, c'était le premier quinquennat. S'il change d'attitude dans ce deuxième quinquennat... Pitié. Enfin, je veux bien qu'on soit optimiste, mais... C'est pas la même situation. Mais pas naïf. Mais comment débute... Attendez. Je voudrais terminer... Les garçons... Je voudrais terminer... C'est Claire Stanley. Je voudrais terminer de la... Pas du tout. Je voudrais terminer de la manière la plus nette. Nous ne faisons pas crédit à ce gouvernement.
5 ans d'inaction climatique, condamné par 2 fois pour inaction climatique, a proposé d'engager la sortie des pesticides et a réintroduit les néonicotinoïdes. La France est le seul pays en Europe à n'avoir pas tenu ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. La Roumanie, la Pologne sont devant et l'ont fait. Donc qui peut croire Emmanuel Macron? Et je ne parle que du climat. Sur la justice sociale, évidemment, c'est à l'avenant. Donc il est d'usage républicain de dire le gouvernement se forme et nous jugerons sur pièce. On a déjà jugé, il n'a plus de crédit, nous ne voterons pas la confiance, nous sommes dans l'opposition, il y aura des textes où nous proposerons des mesures ambitieuses et c'est au gouvernement de choisir s'il veut oui ou non le SMIC à 1500 net, l'augmentation des salaires, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. C'est le test, mais c'est nous qui demandons au gouvernement si oui ou non il va être cohérent avec ses discours et passer enfin aux actes. En parlant d'enjeux environnementaux, vous avez 23 députés, ce qui est à la fois beaucoup et finalement pas énorme sur l'Assemblée. Comment est-ce que vous expliquez que les Français se disent préoccupés par les enjeux environnementaux au fur et à mesure et que ça augmente à chaque fois et que finalement les votes soient tellement inférieurs à ce qu'ils déclarent quand on les interroge sur ces sujets-là? Mais on a fait une percée avec ce premier grand groupe à 23 députés. Oui. Et on a aussi ils sont 89 au RN, vous voyez. On a aussi fait une percée dans les propositions portées par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, où on a apporté beaucoup. L'enjeu, c'est moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire vraiment rattraper le retard pris par Emmanuel Macron dans l'application des accords de Paris. Et donc, évidemment, les Français et les Françaises sont désormais pleinement conscients du dérèglement climatique. On l'a encore vécu il y a 10 jours avec la canicule, et tout le monde fait le lien. C'était un peu la sagesse populaire, le climat se détraque, il n'y a plus de saison, mais là on le vit dans notre chair quand il y a des épisodes météo, c'est pas un lien direct avec le climat, mais des épisodes météo extrêmes à répétition et qui vont s'aggravant. Bon, le problème c'est que ce gouvernement, et ce président en particulier, promet mais n'agit pas. Et moi je lui ai dit, vous avez une responsabilité particulière. Les anciens présidents, Sarkozy, Chirac ou même Hollande, n'avaient pas grandi avec le rapport du GIEC. Et je lui ai dit, vous, puisqu'on a à peu près le même âge, vous, c'est irresponsable de votre part. Parce que vous êtes pleinement conscient et vous décidez sciemment de ne pas agir. Et donc il y a eu une tromperie. On a vu Emmanuel Macron parler de Make Our Planet Great Again, LREM dire mais c'est nous l'écologie, et ils n'ont rien fait. Leur ministre de la Transition écologique, qui a été battu il y a peu, n'a rien fait le temps où elle était ministre. C'est quand même lunaire, en fait, d'avoir un gouvernement qui vous dit il faut aller au pas de charge, il faut réformer jusqu'au dernier quart d'heure, et qui, en fait, ne fait rien. Rien du tout. Julien Bayou, on avance un petit peu. On va continuer à parler de politique, mais après ce petit reportage, une tournée de nos régions, un round-up de nos régions, ça c'est une terminologie, vous n'aimez pas trop. Le round-up, c'est le produit phare de Monsanto. Allez, on regarde les résultats des législatives en région. Roselyne Pagès. Élection pluvieuse, élection malheureuse. Comment diriger la France avec un hémicycle polychrome, sans gouvernail? La gouvernance jupitérienne a vécu, les barons de la Macronie sont déchus. Richard Ferrand descendu de son perchoir et Florian Bachelier sèchement battu à Rennes. La difficulté, c'est de voir dans les nuances du groupe de l'Alliance NUPEST. La NUPEST, tiens, drôle de lapsus. De l'Alliance NUPEST, justement ceux avec qui la majorité présidentielle va pouvoir travailler. Face à la coalition de gauche, Barbara Pompili s'est fait des sueurs froides. Réélue à Amiens, l'ancienne ministre en appelle désormais à l'union. Il y a un manque de confiance dans l'avenir qui s'est traduit par les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et mon rôle, et qui me tiendra extrêmement à cœur à l'Assemblée nationale, c'est de rassembler au maximum, que ce soit des membres de la majorité, mais aussi des membres de l'opposition, parce que nous devons travailler tous ensemble pour notre pays. On a des réformes très urgentes qui sont attendues. C'est la première fois qu'une législative qui se déroule après la présidentielle n'engendre pas de vague. Au contraire, l'espoir se rouvre à gauche. Un espoir, le point levé, avec Mélenchon comme mentor, comme professeur aussi.
Dans l'hémicycle, c'est encore la lune de miel pour les 142 députés de la NUPES, même si l'idée mélenchonienne de groupe unique a été rejetée. Ça faisait 25 ans que nous n'avions pas réussi à nous parler correctement. Maintenant, on se parle correctement, c'est un énorme progrès. Nous arrivons même à nous comprendre. En Gironde, c'est le score du RN qui inquiète les militants de la NUPES. On sera effectivement à l'affût pour combattre ce Rassemblement national qui est aussi quelque part un danger pour ce pays. 89 députés. Marine Le Pen jubile. Inespéré et inédit dans l'histoire du parti. Parmi les novices, Roger Chudeau, élu du Loir-et-Cher et transfuge des Républicains. Le programme de 1988 de Jacques Chirac, à l'époque, du RPR de l'époque, c'est le même pratiquement sur certains points que celui de Marine Le Pen aujourd'hui. Et alors ceci s'explique pour la raison simple, c'est que ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont les Républicains qui ont changé, beaucoup. Et je pense même, pour le dire directement et sans brutalité, ils ont abandonné leurs valeurs, ils n'ont plus de boussole. Eux seront peut-être les faiseurs de loi. Le lot de consolation pour les Républicains, réduit à portions congrues à l'Assemblée. Marc Le Fur, lui, rempile pour un 6e mandat dans les Côtes-d'Armor, indétrônable, avec 20 ans de présence dans l'hémicycle. C'est le meilleur score que j'ai jamais fait de toute mon existence politique. Et donc pour moi, effectivement, une grande satisfaction. Maintenant, on va repartir au travail, bien évidemment, dans un contexte qui visiblement est très compliqué. Alors déjà une petite réaction à ce reportage de Julien Bayou. NUPES, vous l'entendez de temps en temps ? La réaction, c'est qu'effectivement, il y a une entrée préoccupante du nombre de députés d'extrême droite. Et je voudrais préciser à quel point c'est la responsabilité du président de la République et de LREM qui ont choisi de ne pas choisir. Et je trouve ça vraiment dingue. Moi, je lui ai dit les yeux dans les yeux, comment je peux être républicain quand au second tour de l'élection présidentielle, je vote pour vous pour faire barrage à Marine Le Pen, et comment je suis anti-républicain quand on a l'outrecuidance de se présenter contre vos troupes. Vous voyez, en fait, quand il a dit « pas une voix ne doit manquer à la République », il a insulté les personnes à gauche et chez les écologistes qui l'ont fait président, qui l'ont fait par 2 fois son élection et sa réélection. Et je trouve que là, il y a une dérive très très grave. Ça a été le cas aussi dans les duels entre RN et Ensemble, la majorité. Il y a beaucoup d'électeurs de la NUPES n'ont pas choisi, c'est dans les mêmes proportions. Je ne vous parle pas des électeurs. Parce que les consignes n'étaient pas très claires non plus. Alors, attendez, s'il vous plaît, moi je ne vous parle pas des électeurs et des électrices. Oui, mais moi, je vous parle de l'avis et de la position des cadres, des chefs de parti. Nous avons retiré une candidature, Marie Scombre, dans le Sud-Ouest, au risque, parce que cette triangulaire risquait de faire gagner un député Front National. Nous avons pris nos responsabilités. Il y a des exemples inverses. Rendez-vous compte Rendez-vous compte dans les Hauts-de-France. Parce que par un RN, parce que moi, je ne vous parle pas du choix des électeurs locaux de la NUPES n'ont pas appelé à voter pour elle. Mais je vous parle des responsables nationaux. Stanislas Guérini. Oui, mais vous ne pouvez pas vous détacher non plus des candidats locaux qui n'ont pas suivi vos consignes. Si, au contraire, puisque c'est une élection nationale, ce sont bien les responsables nationaux. Et quand tout le monde à Hénin-Beaumont, il faut 24 heures à LREM pour choisir entre Marine Tondelier d'un côté, l'écologiste, et Marine Le Pen de l'autre côté, la patronne de l'extrême droite, je trouve vraiment qu'il y a un problème de boussole républicaine. A rectifié assez rapidement. Voilà, très bien. Ils l'ont pas fait. Il y a eu plein d'endroits. Émilie Ducourant a perdu dans la 59e, dans le Nord également, parce qu'il n'y a pas eu cet appel à faire barrage. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, c'est la discipline républicaine, la protection de la digue, ce qu'on appelait le cordon sanitaire à l'époque, c'est la gauche et les écologistes qui l'ont tenu. Alors, justement, si on revient dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, voilà. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a proposé un groupe unique de la NUPES qui a été unanimement refusé par les autres composantes que LFI? On voit bien pourquoi, mais cela dit, on voyait bien aussi peut-être pourquoi c'était pour que le groupe NUPES soit le plus important. Et là, en refusant ce groupe unique, vous allez laisser la présidence de la Commission des Finances au Rassemblement national, qui devient le groupe d'opposition le plus important. Mais non, alors, pardon, je suis vraiment désolé de vous contredire. Ah ben, vous pouvez. La Commission des Finances, elle ne revient pas au groupe le plus important. Non. Elle revient à un groupe de l'opposition. Oui. Par ailleurs... Traditionnellement. Traditionnellement. Mais c'est pas écrit, mais c'est vrai. Voilà, je fais selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, nous sommes le groupe le plus important, puisque dans la Commission Finances, nous aurons plus de commissaires
que le Front National. Donc sur ces 2 points, je vous contredis complètement. Gérard Larcher n'est pas d'accord avec ça. Il a dit que c'était Warren qui avait le plus de... Très bien, mais je voulais dire, je vous contredis complètement parce que dans la commission finances, en ajoutant les commissaires insoumis, communistes, socialistes et écologistes, nous serons plus nombreux. Donc en vote, nous pourrons l'emporter face à l'extrême droite. Donc le fait d'avoir un groupe unique était une fausse bonne idée, nous l'avons dit, et c'était n'était pas l'accord. L'accord, c'était augmenter le nombre de députés écologistes et de gauche. Le contrat est rempli, c'est x2. Et que chaque parti puisse disposer de son groupe. Le contrat est rempli. Il se trouve qu'avec plusieurs groupes, ça peut sembler contre-intuitif, mais on a plus de paroles, plus de moyens, plus de capacité de commission d'enquête parlementaire. Donc évidemment, il faut plusieurs groupes. Il n'empêche que dans la commission des finances, nous aurons plus de commissaires. Et la question, en fait, je la retourne. Est-ce que LREM va faciliter l'accession à la commission des finances, qui est un vrai lieu de contre-pouvoir, d'un député Front National? Bayou, c'est étrange parce qu'en fait, vous invoquez la tradition quand en fait elle vous arrange. Je me souviens de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne des législatives qui, au regard des usages de l'Assemblée nationale, réclamait pour son groupe, en effet, la commission des finances parce que ça revenait au premier groupe d'opposition. Le problème, c'est que c'est passé en termes de nombre du côté du RN, et donc là, plus question de tradition. Je vous dis. Et deuxième usage, c'est que vous réclamez de LRM qu'il ne vote pas, qui est en effet un usage, et simplement un usage, alors que, encore une fois, vous réclamez que ça ne soit pas le cas pour ce qui concerne... Non, moi je réponds factuellement sur les 2. Un, c'est pas forcément le premier groupe, et deuxièmement, nous sommes le premier groupe. Nous aurons le plus de commissaires. Donc en fait, je ne prends pas votre contradiction. Deuxième point, LREM. L'usage, c'est qu'effectivement la majorité ne choisisse pas. Moi je dis juste, attention à ne pas mettre un signe égal. Si vous me dites, je ne choisis pas entre des opposants à votre politique et des adversaires de la République, j'y vois une dérive grave de la Macronie qui s'était présentée, si vous vous souvenez, en 2017 pour faire barrage au Front National et qui en fait s'en fait le marchepied. Si c'est quelqu'un de quel groupe? C'est Valérie Rabault? Pour nous, c'est évident que c'est le candidat porté par la France Insoumise. La présidence de la Commission des finances, elle va à la NUPES, et au sein de la NUPES, à LFI, c'est ce qui nous semble le plus cohérent. Donc vous acceptez que ce soit LFI? Allez, après au risque que le coup En Marche ne vote pas pour... Au risque qu'on ait alors que ça pourrait être le cas pour Valérie Rabault. Au risque, si vous me le permettez, au risque qu'on ait un député bosseur, déterminé, et notamment qui puisse travailler contre l'évasion fiscale. On sait que les grands groupes, notamment McDonald's, Euro Disney et autres, ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer dans ce pays, et que ça, c'est un vrai, grave dysfonctionnement démocratique. Et les filles sont quelqu'un de sérieux pour... Éric Coquerel, qui travaillait à la Commission des Finances ces dernières années. Allez, les amis, on avance, on passe à notre rubrique extra. Et ici, nous abordons une thématique extra-locale qui va au-delà du local. On va reparler bien sûr du pouvoir d'achat qui nous touche tous. Et ça sera d'ailleurs la première loi étudiée par l'Assemblée nationale. Regardez ce zapping des régions. Ce matin, c'est session shopping pour Cécilia et sa fille. Un seul mot d'ordre, se faire plaisir sans casser la tirelire. On ressent quand même que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, que ce soit pour s'habiller, les achats en général, l'essence, etc. Face à la baisse du pouvoir d'achat, les modes de consommation changent. Certains Français se tournent notamment vers les produits de seconde main, bien plus abordables. Brocante, friperie, recyclerie, tout est bon pour limiter les dépenses. Depuis qu'on fait les offres promotionnelles, on fait une fois par semaine des offres sur Facebook, et là on ressent vraiment qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent et qui profitent de ces offres-là. On a remarqué une nouvelle clientèle qui ne venait pas chez nous avant, dû aux promos agressifs et massifs aussi. Les fruits sont beaucoup plus chers. Là, un panier comme ça, avec un petit peu de fruits et de légumes pour la semaine, il y en a pour une vingtaine d'euros. Voilà, on va faire ça toutes les semaines, plus les supermarchés, tout ça, ça fait beaucoup. Mettons sur un panier habituel de 50 euros. Je peux dire que ça a augmenté de 10 euros. On voit que tout augmente en ce moment, mais comme on ne peut pas faire différemment, on suit le cours. Sur un panier comme celui-ci, avant je payais autour de 5 euros. Maintenant, ça a doublé. Voilà. J'ai acheté du poisson et je ne peux pas manger du poisson tout le temps. Dans cet entrepôt de la ville aux Dames, chaque matin, les bénévoles des Restos du Cœur s'activent pour approvisionner ce camion.
À bord, l'équivalent d'une semaine de vivres pour 25 à 30 familles. Ce sont des gens qui sont dans la difficulté, bien sûr des bénéficiaires du RSA, des gens qui ont de très faibles revenus, des gens qui ont des pensions d'handicapés. Nous recevons aussi beaucoup d'Ukrainiens. Cette année, en Indre-et-Loire, 6000 bénéficiaires dépendent des Restos du Cœur pour s'alimenter, un nombre en augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Voilà, on voit bien les difficultés des Français par rapport à cette inflation galopante. Julien Lécuyer, première question. Oui, sur le bouquet de pouvoir d'achat qui est prévu en discussion à partir du mois de juillet, le président de la République a demandé au groupe d'opposition de savoir quelles étaient leurs lignes rouges et leurs lignes vertes. Avec quelles propositions comptez-vous arriver et abonder pour ce projet ? Déjà, je voudrais dire vraiment que pendant 5 ans, ce gouvernement n'a rien fait. C'est-à-dire que nous avons là, en pire, les mêmes discussions qu'on a eues en 2018 sur le prix du carburant, sur le prix de l'énergie. En pire. Comment ça, rien fait ? Rien fait. Qu'a-t-il fait ? Le loyer, par exemple, le logement est une des dépenses contraintes les plus importantes. Il y a bouclier tarifaire qui va être prolongé. Ils ont rendu facultatif l'encadrement des loyers. Il y a Grenoble qui veut le mettre en place, le préfet refuse. Voilà l'action du gouvernement, c'est-à-dire refuser de réduire les dépenses contraintes. Autre sujet sur le logement, la rénovation thermique. Quand on rénove votre logement, la facture, elle peut plonger de 150 à 50 ou 60 euros. Ça fait une vraie économie tous les mois. C'est comme un 13e mois écolo. Ils promettaient d'en faire 80 000, rénovation complète, solide. Ils en ont fait 30 fois moins. Excusez-moi, Julien Bayou. Ma question, c'était sur ce que vous allez proposer, pas pour refaire le bilan de la présidentielle. Je vous redis que qu'allez-vous proposer très concrètement ? Je vous redis que nous n'avons pas confiance dans l'action de ce gouvernement. Ça, on l'a et d'ailleurs, depuis 3 mois ou depuis 5 ans, ils n'ont rien fait. Nous, dans la campagne législative, on a proposé un plan très clair. Augmentation des salaires, passage du SMIC à 1 500 euros net, dégel du point d'indice, augmentation des retraites. C'est aussi... On force les entreprises à... C'est pas possible cette augmentation du SMIC. Enfin, c'est pas le gouvernement qui décide. Alors, en fait, vous savez peut-être que les conventions collectives, il y en a 40% qui démarrent en dessous du SMIC. Et donc, ça veut dire qu'elles sont quelque part hors la loi. Donc le fait de les amener à rattraper le SMIC, c'est déjà un moyen très concret de respecter la loi. Et moi, j'en ai marre qu'on me dise oui, mais alors le SMIC, il est trop haut. Parce qu'il y a tout le monde qui parle de valeur travail et personne ne veut la payer. Donc on en a marre des chèques, des primes. Nous voulons des salaires. Si vous êtes attaché à la valeur travail, ça se rémunère. Vous ne pouvez évacuer le fait qu'en augmentant les salaires, et notamment le SMIC à 1 500, tout en souhaitant, comme Mélenchon le souhaite, à bloquer les tarifs des produits de première nécessité, de vous retrouver avec des employeurs qui seront incapables de payer la facture. Souffrez. Vous me demandez si nous avons des propositions. Il y en a plein. Il faut me laisser un petit peu de temps pour les développer. Il y a notamment cette proposition qui est développée par Adrien Quatennens de caisse de péréquation. Il y a des grosses entreprises qui ont les moyens de faire face à cette augmentation du SMIC. Et puis il y a les petites, les artisans, les coiffeurs, les TPME, qui, pour elles, ça pourrait être plus difficile. Et donc il y a l'idée d'une péréquation. Non, une péréquation, une redistribution. Les grandes cotisent pour les petites. Quoi, oui, c'est ça, par exemple. Oui, mais donc c'est une imposition supplémentaire. Pour les grandes, parce que excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que le président lui-même a demandé à ce que ça ne se fasse sans accroissement de la dette ni des impôts. Non, mais le président ne décide pas tout dans ce pays. Et puis, il peut avoir un avis. Vous me demandez le mien. Je vous donne le mien. Je vous donne le mien. Ça, c'est une de vos mesures. Non, mais c'est aussi une mesure de justice. Parce que, vous le savez très bien, les grandes entreprises sont imposées à hauteur de 8% dans les faits. Pour celles qui payent des impôts, parce que Euro Disney, Starbucks, Airbnb ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Et les TPME, les artisans et les professions libérales sont plutôt à hauteur de 28%. Donc il y a un enjeu de justice à faire en sorte que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est valable pour l'impôt sur le revenu, pour vous et moi, on va dire, et c'est valable pour les entreprises. Donc voilà une mesure de augmentation du pouvoir d'achat et de justice sociale. Nous pouvons continuer. La rénovation thermique dont je parlais est un vrai levier pour libérer des dépenses contraintes. 13e mois écolo, si vous avez moins chaud l'été et surtout si vous dépensez moins pour chauffer les pigeons plutôt que de vous chauffer correctement l'hiver. L'agriculture, passage à l'agroécologie. L'économie, ce qu'on appelle circulaire, c'est-à-dire le fait de, par exemple, développer la garantie.
sur les produits. Hein, vous avez des téléphones qui tombent en panne. Si vous développez la garantie sur le petit électroménager, c'est une économie parce qu'en fait, on jette pas. Mais c'est voilà, tout votre, c'est tout votre programme. Et c'est parfaitement écolo parce que vous utilisez moins de matière, il y a moins de gaspillage et autres. Mais bref, nous avons développé ces êtes-vous prêt à négocier, êtes-vous prêt à négocier, à abandonner certaines mesures, ou c'est on prend tout ou on prend rien? Non, mais si le président veut agir pour le pouvoir d'achat et qu'il n'a pas de plan, on en a un. Nous, on a fait l'effort de le préparer, de le présenter, de le financer. Et donc, évidemment, nous le présenterons dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas prendre de leçons de la part d'un président et d'un gouvernement qui n'a rien fait, rien anticipé. C'est quand même concrètement, fort, quand même. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez des mesures, le gouvernement a les siennes. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour les Français? Il y a un vote. Oui, il y a un vote. Et donc, est-ce que vous allez amender, mais alors, vous les déposez, c'est dans les cas des niches parlementaires. C'est frappant. Vous êtes journaliste politique, on a l'impression que personne ici n'est habitué à ce que le Parlement puisse jouer un rôle. Il y a un texte pouvoir d'achat. Le président aussi a un rôle. Il préside l'agenda parlementaire. Et il n'est pas le président n'est pas habitué à ce que le Parlement ait un rôle. Ça, pour le coup, je vous le concède. Il semble le découvrir. Donc c'est un nouveau rôle pour chacun. Pour ça que nous non plus. Et c'est très intéressant. Et non, mais c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ils vont donc déposer, on imagine, peut-être un jour, ils auront même une première ministre qui viendra devant l'Assemblée présenter un discours de politique générale. Qui sait, on est peut-être là dans la science-fiction, mais peut-être un jour, ce gouvernement dira ce qu'il veut faire du pays. Bon, admettons. Mais vous, il n'y aura pas de vote de confiance. C'est censé être le 5 juillet, alors, ça. Oui, on l'attendait. Oui. Donc, ils vont déposer un texte, projet de loi, sur le pouvoir d'achat. Nous l'enrichirons. En dirons, ça, c'est parfaitement insuffisant. Vous voulez soutenir la jeunesse? Autonomie, allocation d'autonomie. Nous proposons 1063 €. Que faites-vous? Est-ce que vous votez oui? Est-ce que vous votez non? Soyez cohérents. Vous voulez soutenir la jeunesse ou vous voulez augmenter les minima sociaux? Nous proposons de le faire. Est-ce que vous votez oui? Est-ce que vous votez non? Article 40. Vous dites qu'on ne connaît pas le fonctionnement du Parlement. Comment vous financez cette mesure? Eh bien, on le gage sur, comme je vous le disais, sur l'augmentation des cotisations sur les plus grandes entreprises. D'accord. Le RN a dit on jouera le jeu. Est-ce que vous dites aussi on jouera le jeu ou vous allez plutôt bloquer Mais moi, ma question, c'est est-ce que le gouvernement joue le jeu? Il n'a pas de majorité. Il faut qu'ils actent leur défaite. Il n'a pas de majorité. Ils n'ont rien fait depuis 3 mois. Il y a urgence et climat et urgence sociale. Nous proposons d'agir. Est-ce que le gouvernement joue le jeu? Alors vous parlez d'urgence sociale, urgence hospitalière aussi. Les urgences vont mal, le Covid repart. On parle d'une augmentation des contaminations de plus 50% des cas. Je vous propose d'écouter ces sonores qui proviennent de Bordeaux, de l'hôpital. Le principe de dire les urgences peuvent tout, vous accueille 24 heures sur 24 sans aucune orientation, sans aucune réflexion sur l'arrivée aux urgences. Plus personne n'a les moyens de faire ça. Je pense qu'il faudra l'étendre aux urgences de jour et peut-être demain, mais encore une fois, après réflexion, après organisation, aux urgences du département, de la plateforme. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour éviter la fermeture. Car si on ne régule pas ces patients et si on continue à avoir des conditions de travail trop difficiles aux urgences, les professionnels partiront, ne voudront plus travailler dans nos établissements et là, on sera obligé de fermer. Effectivement, la situation est tendue. Il faut rappeler que si des lits sont fermés, c'est pour permettre aux professionnels de prendre leur congé et également parce qu'une partie des lits et notamment des hospitalisations programmées sont moins importantes l'été et notamment au mois d'août que d'habitude. Donc on met en place une cellule de crise tous les mardis et depuis mi-juin de sorte à suivre au plus près l'offre de soins et la situation des professionnels et à prendre toutes les mesures au jour le jour et chaque semaine pour s'adapter au mieux. Voilà un personnel qui fait défaut partout dans toute la fonction hospitalière. Oui, non, je disais, le député de Bordeaux, Nicolas Thierry, député écologiste, me disait l'accueil des urgences est tenu par des bénévoles. C'est pour ça que ça tient encore un peu et que ça ne peut pas tenir longtemps, évidemment. Donc là, je crois qu'on a vraiment... il faut prendre la mesure de ce qui a été infligé à l'hôpital public. Il y a un plan d'urgence de rattrapage des salaires. Hein, le Ségur n'a pas suffi, clairement. Toujours les salaires, oui. Parce qu'en fait, on dit fermeture cet été, Julien Bayou. Attendez, pardon. On dit fermeture de lit. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas des lits qui sont scotchés pour pas qu'on s'assoie dessus ou s'allonge dessus. C'est qu'en fait, c'est le personnel qui va avec. Dans la circonscription où je suis élu, dans le 10e arrondissement, l'hôpital Saint-Louis, il y a des services de nuit où il faut 12 infirmières, il y en a 2. Et donc, elles peuvent pas faire. Et donc, ils ferment le service. Et donc, il y a un risque de fermeture de service. On est très inquiet. Donc, il faut que ces infirmières, comme les autres personnels soignants, soient enfin rémunérés comme la moyenne de l'OCDE, et on en est loin. Et donc, il faut aussi pouvoir financer leurs études.
On a besoin que ça soit attractif, on a besoin que cette hémorragie, si vous me permettez l'expression, du personnel soignant se tarisse. Donc ça, c'est à la fois l'urgence et le moyen structurel de renforcer le service public hospitalier. Et idem pour l'éducation ? Et idem pour l'éducation. On a un gouvernement, Jean-Michel Blanquer, qui a abîmé, disons les mots, le service public de l'éducation nationale. Quand vous avez aussi peu de candidats au concours, comme on a vu récemment, ça veut dire qu'en fait la vocation de métier d'enseignant est abîmée. Et ça, c'est le plus dur, parce que c'est l'éducation qui permet la citoyenneté, l'émancipation. Mais vous êtes plutôt rassuré de la nomination du nouveau ministre ? Bah, écoutez, moi je trouvais que le symbole était intéressant. C'est un intellectuel brillant, mais qu'a-t-il dit ? Quelle est la politique de ce gouvernement sur l'éducation, sur l'écologie, sur l'agriculture? Vous voyez, en fait, c'est incroyable. Rendez-vous compte que ça fait 3 mois qu'on est en l'air. On le saura avec la déclaration de politique générale. Peut-être un jour, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on demande à l'opposition des vertus dont on exonère le gouvernement. Nous avons un plan. Est-ce qu'il faudrait changer de première ministre ? Nous avons des propositions. Le gouvernement n'a rien fait depuis 3 mois. Quand même incroyable. Vous oubliez qu'il y a quand même eu un programme présidentiel qui a été validé dans les urnes au premier tour, au moins, de façon majoritaire. Alors moi, j'ai voté non pas pour Emmanuel Macron au 2e tour, mais bien contre Marine Le Pen. Et je parle du premier tour. Oui, mais je me souviens que le 24 avril, ce président avait dit j'ai bien conscience de ne pas être le président d'un camp, mais le président de tous les Français. Ce vote m'honore, ce vote m'oblige, je ne l'oublierai pas. 6 semaines plus tard, il disait « Oh là là, attention, ces gens-là qui ont voté pour moi, c'est des dangereux anti-républicains. » Et là, j'y vois vraiment, encore une fois, une perte de sens et une faute morale. Vous êtes des démocrates républicains. Est-ce que vous voudriez un changement de Premier ministre ? En tout cas, les Français le souhaitent. On a un petit sondage de l'Observe qui vient de tomber ce matin. 6 Français sur 10 souhaiteraient un changement de Premier ministre. En fait, moi, j'aimerais une Première ministre. Déjà. Ça serait pas mal. Parce que là, elle n'existe pas. Non, mais rendez-vous compte, on n'a pas de discours de politique générale. Je ne dis pas que c'est ça qui est alpha et l'oméga, mais il ne s'est rien passé depuis le 24 avril. Il ne s'est rien passé. C'est pas comme si le pays ne manquait pas d'urgence climatique, sociale, démocratique. On peut agir. Bien sûr qu'il faut des lois et il faut respecter le temps parlementaire. Mais il y a des décrets, il y a des prises de décision, il y a des augmentations des rémunérations des fonctionnaires. Il y a des signaux à envoyer. Il ne s'est rien passé depuis 3 mois. Rendez-vous compte que le président, dans la fin du mandat précédent, disait « je vais réformer au dernier quart d'heure ». Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais pas les débats. C'est pour ça que je ne vous présente pas dans le détail mon projet. C'est pour ça que je ne fais pas la critique. À l'esprit de responsabilité depuis 3 mois, il se passe rien. Il va se passer des choses et les lois vont être votées. C'est le 2e mandat de Chirac. Oui. Et j'avais du respect pour Jacques Chirac. Mais il ne faudra pas trop de blocage non plus dans l'Assemblée. Pour que les choses avancent. Bah oui, et puis on est à dans le bon sens. Allez, on passe à la dernière partie. Le blocage, c'est le gouvernement. On attend qu'il agisse. Quand le gouvernement agit en dehors du Parlement, vous le lui reprochez en disant... Et là, c'est le blocage, il vient du gouvernement. Il n'agit pas. Parce qu'il n'y a pas de Parlement. Là, il faut que vous l'avez... Voilà, tout se met en place et puis ça va redémarrer cet été. Ça va être chaud bouillant. Serpent qui se mord la queue. Ou pas. Allez, dernière partie, intra. On continue à parler quand même beaucoup politique, mais on rentre maintenant encore plus profondément dans nos régions avec cette dernière partie. Chaque journaliste va porter sa région avec des questions et on va commencer par la Gironde qui a été fortement frappée par les fortes chaleurs, c'était la semaine dernière, et maintenant par la grêle. Reportage et on écoute Bruno Dive. Christine Nadalier s'est retrouvée face à un triste spectacle dans ses vignes ce mardi matin. Ça a été cisaillé, haché. Et en s'y approchant de plus près, le constat est encore pire. Tous les grains de raisin, la majorité sont tombés par terre. Tout est nécrosé, fendu. Là, le pépin. On voit le pépin. Il va rester 3 grains et ça, ils vont pas survivre. Dans la nuit de lundi à mardi, la grêle a durement touché les vignes du Médoc. Elles ont été impactées entre 70 et 100% d'après l'organisme de défense et de gestion du Médoc, au Médoc et l'Istrac Médoc. Non, moi, je me dis... ça, c'est une perte à 100%, quoi. La suite d'une longue série d'intempéries. Déjà, j'ai gelé en 2017, j'ai grêlé en 2018, j'ai déjà gelé cette année. Et pas sur cette parcelle, justement. J'avais une autre parcelle où j'ai gelé et grêlé déjà. Et celle-là, elle n'avait rien eu. Allez, paf. Des toitures effondrées, des voitures hors d'usage. Ce mardi matin, les habitants du Taillon-Médoc estiment les dégâts qu'ils ont eu à subir la nuit dernière. Ils tentent de réparer ce qui peut l'être.
Hier, vers 21h20, un épisode très violent de grêle de 20 minutes s'est abattu sur cette ville du nord-ouest de l'agglomération bordelaise. Des grêlons gros comme des balles de ping-pong pour les plus petits, comme des balles de tennis pour les plus gros, ont tout ravagé en tombant avec la force du vent. Certains ont pris les choses en main dans la foulée de cet épisode orageux pour protéger leur habitation, d'autres n'ont rien pu faire, comme dans cette maison où le plafond s'est littéralement écroulé sous le poids de l'eau dans cette chambre d'enfant. Selon la maire du Taillan, 80% des habitations de cette ville ont été touchées, 40% d'entre elles seraient même inhabitables. Une centaine d'habitants ont d'ailleurs dû quitter leur maison dans la nuit pour se mettre en sécurité. La maire du Taillan souhaite d'ailleurs qu'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle soit pris rapidement par les autorités de l'État. Voilà, on voit qu'il y a une vraie urgence face au changement climatique. Oui. Bruno Dive. Oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la multiplication des événements extrêmes et leur accélération et leur intensité grandissante. Ça fend le cœur là pour les. Oui, tout à fait. Qui voient leur travail ruiné en une nuit, un an de travail ruiné en quelques heures. Il faut mesurer que le PDG d'AXA, qui n'est pas un écologiste forcené, avait dit un monde à 4 degrés n'est plus assurable. Ça veut dire qu'en fait, à plus de 4 degrés, de dérèglement climatique. Ouais. Et donc, si lui le dit, je crois qu'il faut l'écouter. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire des milliards et des milliards et des milliards. Le coût de l'inaction est bien supérieur au coût, aux engagements, à l'investissement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Vous devancez un peu ma question. Qu'est-ce qu'on fait face au dérèglement climatique? Et comme la question est un peu ouverte, je vais la fermer un peu. Qu'est-ce que vous pouvez proposer qui ne relève pas de ce qu'on appelle, vos opposants appellent l'écologie punitive? Mais pitié, là c'est punitif. Oui. De n'avoir rien fait, rien anticipé, rien pour protéger les agriculteurs, ça c'est punitif. C'est l'inaction qui est punitive. Donc moi je rejette complètement ces termes et en vrai les personnes qui les brandissent devraient avoir honte. D'abord, l'arrêté de catastrophe naturelle, pouvons indemniser ces viticulteurs et les soutenir. Ça c'est l'immédiat. Ensuite, agir. Nous avons signé les accords de Paris à Paris. La Convention citoyenne pour le climat a proposé tout un éventail de mesures cohérentes pour tenir ces accords de Paris. Et on a perdu 5 ans. Voilà. Et donc, nous payons le prix de l'inaction. Donc il y a 2 aspects. Un, lutter contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire en finir avec les plus grandes émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas le petit artisan qui pollue le plus dans sa Kangoo. Soyons très sérieux, c'est Total qui multiplie les projets de pipeline, par exemple le projet ICOP, qui va traverser la Tanzanie et qui est une bombe climatique à retardement. Voilà. Donc, je l'ai dit au président, vous devez cesser de soutenir ces projets climaticides. Ça, c'est pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et après, il y a un enjeu d'adaptation, parce qu'en fait, le même événement climatique... Au niveau européen, ça a un peu évolué quand même. Il y a une loi qui vient d'être... Mais la France ne tient pas... Par le Parlement européen pour la taxe sur le... La France ne tient pas, est le seul pays à ne pas avoir tenu ses objectifs de développement des énergies renouvelables. On est en retard sur tout. C'est dramatique. C'est l'inaction, alors que tout le monde est conscient du problème. C'est le déni. C'est Don't Look Up. C'est le déni en disant un jour, finalement, tout va s'arranger. Il y a la lutte contre le dérèglement climatique et puis, malheureusement, puisque c'est engagé, l'atténuation des effets. C'est-à-dire que le même événement, il touche plus durement les petits. Évidemment, si des petits agriculteurs sont déjà endettés, eh bien, c'est le coût ultime. La même chaleur, comme on a vécu la canicule, elle frappe plus durement les zones où c'est plus bétonisé, les seniors isolés. La même chute de précipitations, quand il y a des zones humides qui peuvent permettre de retenir l'eau, c'est moins dramatique que quand c'est des immensités de béton, de centres commerciaux, que ça dévale encore plus fort et que ça fait des drames humains. Vous voyez ? Donc en fait, il y a la lutte contre le dérèglement climatique et l'atténuation. Et sur ces 2 aspects, ce gouvernement est coupable d'inaction. Voilà. Donc, et concrètement, on va faire quoi ? Changeons de gouvernement ou végétaliser. Quelles seraient vos mesures ? Adoptons les mesures proposées. Julien Bayou, est-ce que vous dites clairement aux Français qu'il faudra faire, comme certains écologistes le disent, des sacrifices aussi sur nos modes de vie ? Mais c'est là les sacrifices. Enfin, quand il y a une canicule et que les gamins ne peuvent pas sortir... Mais vous répondez à ma question. Est-ce qu'il faudra faire des sacrifices sur son mode de vie ? Y compris financier. Mais non, mais au contraire, je vous dis que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Vous vous rendez compte ? Investir, par exemple, je reprends l'exemple de la rénovation thermique. J'ai dit au président, les milliards que vous avez gaspillés dans le crédit impôt compétitivité emploi, qui n'ont pas créé d'emploi, vous les auriez mis, ou nous les mettrions dans la rénovation thermique, 0 avance, 0 reste à charge, c'est-à-dire qu'on rénove votre logement, ça crée de l'emploi et ça vous fait un 13e mois. Mais là, voilà la manière la plus concrète
de lutter contre le dérèglement climatique. La Fondation Abbé Pierre le propose, la Convention citoyenne pour le climat le propose, la Fédération française du bâtiment le propose, nous le proposerons. Est-ce que le gouvernement va nous suivre? J'en doute. Alors vous parlez tout à l'heure des agriculteurs. Et on va parler aussi des pesticides, c'est aussi un de vos chevaux de bataille. Ça ne va pas forcément ensemble ou ça va plutôt bien ensemble. Regardez ce reportage de TV Tour, ça concerne la culture de sarrasin. Ensuite, on parle de la Bretagne, puisque c'est la même chose là-bas, regardez. Pour mener les tests, 4 parcelles de sarrasin avec et sans glyphosate, une demi-dose de glyphosate et enfin avec désherbage mécanique. Sur 3 ans, l'objectif de l'étude, comparer ces différentes pratiques en conditions réelles d'exploitation pour déterminer si oui ou non les agriculteurs peuvent se passer de cet herbicide décrié. Conclusion, les parcelles sans glyphosate seraient moins productives jusqu'à 80%. Aucune des solutions alternatives ne ressort des essais. Elles peuvent être efficaces ponctuellement, mais à mettre en place sur toute une ferme, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, sur le retour au travail du sol, ça a des impacts aussi négatifs. Alors, on réduit sur le glyphosate, mais on n'est pas forcément plus efficace sur le changement climatique. L'étude est financée par le ministère de l'Agriculture et l'Institut de la Recherche Agronomique, porté par l'association APAD qui promeut l'agriculture de conservation des sols. Leur démarche, privilégier le chimique au travail mécanique, car celui-ci présenterait un inconvénient de taille, les tracteurs, et de 15 à 30% d'émissions de gaz à effet de serre en plus. Avec les résultats qui sont obtenus au bout de 3 ans, en fait, c'est avec l'application d'une dose de glyphosate qui est la meilleure en termes économiques et rentabilité, de propreté des parcelles aussi. Les expérimentations s'achèvent sur cette plateforme mais continuent à l'échelle nationale. Un nouveau projet nommé Soliflore va voir le jour. Objectif, explorer la piste de l'utilisation de couverts végétaux entre 2 périodes de culture. Ouais, ça tombe bien que l'Europe ait accepté la prolongation parce que les agriculteurs ne veulent pas s'en passer de ce glyphosate. Effectivement, quand on regarde les chiffres, le glyphosate, c'est le pesticide le plus vendu en Bretagne. Dans les Côtes-d'Armor, ça fait partie des départements qui sont les plus acheteurs aussi. Les Français sont très consommateurs. Et puis, alors, on voit arriver des rapports, il n'y a pas de toxicité dans le glyphosate. Et puis, on a un rapport du FDSEA qui nous dit on n'est pas là pour défendre le glyphosate, c'est simplement que il nous faut du temps pour trouver une alternative. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est la juste mesure entre la rentabilité, ce qu'on voit dans le sujet, et en même temps plus d'écologie? Oui, alors déjà pour dire que la fédération FDSEA, syndicat exploitants agricoles, et la PAD sont des lobbies. On sait quelles sont leurs orientations. Vous voyez, c'est pas parfaitement indépendant. L'INSERM, par exemple, qui est la revue, l'étude qui fait autorité, qui a fait la revue scientifique de plusieurs milliers d'études, pointe un lien entre le glyphosate et 6 maladies, dont certains cancers. C'est ça l'état de la science. Et en fait, on est un peu dans la situation du chlordécone, si vous vous souvenez. Il y a 50 ans, aux Antilles, on a dit, pour des questions de rentabilité... La banane, le traitement de la... Voilà, pour des questions de rentabilité et les profits, en fait, de quelques-uns, on va continuer à utiliser ce pesticide qui est interdit partout ailleurs. Résultat, les sols sont pollués pour 700 ans. On a le record de cancer de la prostate et des problèmes d'endométriose chez les femmes. Et donc moi, j'appelle le plus solennellement à dire privilégions la santé et accompagnons, ça c'est ma réponse à la FDSEA, accompagnons les agriculteurs pour se passer de ces pesticides. Qui proposait dans le reportage, par exemple, quel type d'accompagnement? Un accompagnement financier. Financier. Une mesure qui serait vraiment, et qui est portée par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, une mesure qui serait, je crois, juste et nécessaire, c'est ce qu'on appelle une caisse de défaisance. On reprend la dette des agriculteurs et des agricultrices. On les a poussés à s'endetter pour investir toujours plus de capital, toujours plus de dépendance aux banques. Et donc, quand vous passez à l'agroécologie, c'est-à-dire sans pesticides, l'agriculture bio, vous pouvez en fait être plus indépendant, dépenser moins en fait en produits chimiques et en produits à forte intensité capitalistique. Mais si vous êtes endetté, vous ne pouvez pas faire ce saut. Et donc, il y a besoin de cette caisse de défaisance que nous proposons avec la bannière commune, avec